Pas la dernière. On va commencer parce qu'il y a quand même des gens qui sont en visio. Bonjour à tout le monde. Alors, il y en a certains qui me connaissent. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Christophe Vaury. Je suis conseiller entreprise à la CCI de l'Aude. En particulier, je suis en charge du numérique. Pas que. J'ai plein d'autres casquettes, notamment des entreprises en difficulté en ce moment. D'autres problématiques de développement sur le territoire. Projet de multiservices hors champ économique, voilà, dans le Limousin en particulier. Donc, travaille avec des mairies, qui fait grâce du développement des entreprises et de certaines idées que je propulse pour certains chefs d'entreprise. Le but de l'intervention d'aujourd'hui, qui rentre dans le cadre des rendez-vous du numérique à Lyon, ça va être comment gagner du temps, ou du moins s'organiser pour éviter d'en perdre, si vous voulez être présent sur les réseaux sociaux. Ce qui est le cas, je veux dire, de 80% des gens qui ont attaqué un peu du numérique et qui ont une entreprise. Vaste sujet. Je vais essayer de résumer cette petite intervention en moins d'une heure. Et je vais essayer de vous donner quelques tuyaux pour effectivement essayer d'organiser les parutions et de mettre en place une stratégie à peu près cohérente par rapport aux réseaux sociaux. Donc pour les gens qui sont en visio, ce qui serait bien, c'est que vos micros soient coupés. Et si vous avez des questions, éventuellement les poser avec l'outil chat. Voilà, donc ça c'est posé. Pour les gens qui sont en présentiel, à la fin, on vous remettra un questionnaire de satisfaction. Donc, vous remplissez. Donc on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Hop, on va faire l'inverse. Donc, si possible, beaucoup de temps pour préparer ces publications, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont eu des problèmes ou qui font de la parution, vous faites comment? Est-ce que c'est préparé, anticipé? Est-ce qu'il y a une stratégie de contenu? Moi, personnellement, je suis sur Facebook et Instagram. Les deux sont liés. Quand vous parlez sur Instagram, on clique et donc ça fait gagner du temps. Oui. Parce que je ne paye pas même, parce qu'il n'y a pas le même client, justement, une personne sur les deux. Il y a je crois que c'est Facebook qui nous alerte de temps en temps quand il y a un petit moment qu'on n'a pas fait de parution. Donc ça c'est bien. Parce que moi effectivement, on dit qu'il faut régulièrement, j'essaie d'y être au moins une fois par semaine. Qui disent que ce serait mieux une fois par jour. Pas du tout. Donc voilà, je sais que je suis pas régulière. De temps en temps, je fais des petites vidéos aussi, parce que ça, je sais que ça plaît bien. Mais ça, pareil, je me fais prendre par l'activité et... D'accord. Voilà. J'essaie d'être régulière, mais je ne m'y suis pas. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous rassure, à partir du moment où vous n'avez pas... Alors, en fonction de la taille des entreprises, souvent maintenant on s'aperçoit qu'il y a un personnel qui est dédié un peu à la communication. Quand vous avez des salariés, attention, et ça ne veut pas dire pour autant que c'est gagné d'avance. Quand vous êtes seul, c'est-à-dire que votre cœur d'activité, c'est quand même votre métier principal, c'est de faire rentrer de l'argent via le chiffre d'affaires. La communication via les réseaux sociaux est un élément
effectivement de publicité, on va parler comme ça, ou de réclame, on revient dans les anciens temps. Mais le but du jeu, c'est quand même un peu de s'organiser, d'organiser un peu le contenu, d'abord dans un premier temps, dans un deuxième temps, l'organisation de ces parutions. Et donc on va voir, je vais vous donner quelques outils. Alors, c'est pas la peine que vous preniez trop de notes, parce qu'en principe, je transmets en PDF le contenu, et là, je l'ai fait assez littéraire, qui m'a été reproché par certaines personnes. Vous avez un peu trop de contenu, mais comme je le transmets en fin d'intervention, je préfère que les gens aient quand même un peu de lecture, plutôt que d'avoir que des titres et d'aller refaire de la recherche sur Internet. Si tu veux, mais il veut pas aller dans le bon sens. Pardon. Hop, hop, hop. Ah. Bon, ça c'est vraiment l'introduction. Donc on est dans un monde où le digital est omniprésent. Donc le but du jeu, c'est de se faire sa petite place au soleil, alors avec ses moyens. Donc le plus facile pour tout le monde, je dirais, c'est d'utiliser toutes les parties gratuites des différents outils. À partir du moment où vous commencez à payer, c'est que vous êtes déjà dans une organisation sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur la communication, qui est relativement importante, et qu'en face, vous avez un budget dédié, c'est-à-dire que vous avez du chiffre d'affaires qui permet de payer des outils. Donc il y a suffisamment de ce qu'on appelle des freemium, c'est-à-dire des outils qui sont pour partie gratuits, et l'autre partie est payante. À partir du moment où vous commencez à payer, je dirais que là, c'est des budgets d'à peu près 300-400 € par mois. Toujours pareil. On sait que la publicité, c'est 1 à 2% du chiffre d'affaires. On donne le chiffre. Et donc, imaginez 400 € par mois, le chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour pouvoir l'amortir. En sachant que les taux de retour, on est plutôt plus près du 0,1% que du 1 ou 2%. C'est-à-dire que quand vous faites 10 000 followers ou 10 000 clics sur un réseau ou sur votre site internet, estimez-vous que le taux de transformation à 0,1%, vous faites partie des deux. Donc, voilà. Ne vous affolez pas non plus, ça se construit sur le long terme. Chose relativement importante, regardez tout le temps ce que font vos confrères, collègues et néanmoins concurrents. Allez regarder un peu leur type de parution, etc. Ça va vous rassurer. Vous allez voir que vous vous estimez peut-être pas très bon. En réalité, vous faites partie de la moyenne, voire moyenne plus pour certains. Donc, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle du benchmark. Donc, ça s'appelle de l'espionnage industriel. C'est gratuit, c'est l'avantage d'Internet, c'est l'avantage du 3W. Le principe 1 d'optimiser la production de contenu pour vos publications, c'est ce qui va vous intéresser. C'est comment mettre en place une stratégie et évidemment éviter de perdre beaucoup de temps. Je vais vous donner quelques exemples au fur et à mesure du déroulé. Donc, petite question, comment ne pas subir la pression des réseaux sociaux et s'épuiser en produisant ou proposant des contenus de qualité quotidiennement au détriment de l'activité de votre entreprise? Vous avez déjà répondu, je cours après le temps, j'ai la tête dans le guidon et j'ai mon activité qui me prend du temps. Une des solutions, c'est de préparer les contenus à l'avance. Donc pour les gens qui ont une activité saisonnière, c'est un peu plus facile. Les gens qui ont une activité lissée sur l'année, il va falloir se trouver un peu de temps. Et on va voir comment. En général, on arrive à programmer, suite à quelques expériences, sur 6 mois de parution. Je dirais le cours. Donc, il y a des gens qui préfèrent travailler avec une semaine d'avance, voire une quinzaine, voire un mois, ce qui est déjà très bien. Chacun a son rythme de travail. Je parle du contenu prévisible, c'est-à-dire que
grosso modo, vous avez une activité, vous pouvez mettre en avant vos valeurs, votre marque d'entreprise, vos produits, vos services. Donc ça, c'est ce que j'appelle du contenu prévisible. C'est-à-dire que ça, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez travailler sur différents formats. On va voir que, par exemple, sur Facebook, il y a à peu près 7 types de parutions possibles. Et vous allez voir que j'enfonce des portes ouvertes. Si je vous dis, il y a le contenu rédactionnel, c'est de la littérature. Déjà, on va se rapprocher déjà, pour les gens qui ont un site internet, on va commencer à penser mots-clés. Contenu rédactionnel égale mots-clés. Donc que ça soit en liaison avec ce qu'il y a sur le site internet. Pas de site internet, c'est moins gênant. Le contenu rédactionnel, malheureusement, c'est pas celui-là qui fait le plus de clics ou le plus de vues sur un réseau comme Facebook, par exemple. On n'y va pas pour lire un pavé de ne serait-ce que 10 000 ou 10 000. C'est pas vrai. Je ne dis pas que certains de vos followers ne le feront pas, ou ne le font pas. Grosso modo, c'est pas ce qu'on recherche. Donc après, il y a la partie photo. Et donc là, il y a du contenu qualitatif à mettre en place. Il y a des chartes couleurs, il y a de la préparation à faire. Un autre support, le support vidéo. Une vidéo. Donc, il peut être une vidéo qui va être présentée comme une photo dans le fil, mais ça peut être aussi la reprise d'une vidéo Instagram qui va se retrouver dans le haut du fil d'infos de Facebook et qui va avoir une durée de vie de 24 heures. Là, on est plus dans l'événementiel, on est plus sur un aspect promotion de produits, de services ou d'une animation que vous voulez mettre en place. Donc tout ça, ça peut se préparer. Je fais le lien tout le temps avec du physique. Quand vous avez un magasin physique, pour l'avoir vécu, on faisait des campagnes de promotion, donc avec des supports papier à une certaine époque. On n'avait pas de support www, donc sauf que, entre guillemets, il fallait travailler le contenu, que ce qu'on allait mettre sur le papier, les conditions d'achat, les prix de vente promotionnels, donc ça voulait dire du travail. Il y avait l'impression, une fois que les prospectus étaient imprimés, retour en magasin, distribution, etc. Ça ne se prévoyait pas la veille pour le lendemain. C'est du travail qui se faisait 5 à 6 mois à l'avance. Encore pire, si vous avez des produits qu'on appelle saisonniers. Je reprends l'exemple du plein air, que ce soit les barbecues, comme les chaises, le mobilier de jardin. Ça se commande en mai, juin, juillet, avec une validation septembre. Donc ça laisse septembre, octobre, novembre, le temps de préparer les contenus des parutions. Tout ça pour qu'il y ait de la communication au mois de février, au mois de mars. C'est pas parce qu'on est sur des réseaux sociaux, on est sur du numérique, que ça va aller plus vite. C'est pas la veille pour le lendemain, même si, entre guillemets, l'avantage du numérique, on appuie sur le bouton, on a l'impression que c'est tout de suite immédiat. En réalité, c'est pas vrai, il faut avoir ce travail de réflexion à mettre en amont. Hop. Donc, le but du jeu, c'est de travailler en batch. Donc, le batch, c'est difficile à traduire en français. C'est du travail par traitement, par lot. Alors, ça ne va pas vous parler. Je vais quand même vous donner des exemples. Parce que c'est vieux comme Hérode, la méthode de travail en batch. Ça date du 19e siècle. Donc, quand vous émettez des factures, par exemple, c'est une entreprise qui travaille, qui émet une vingtaine ou une trentaine de factures. Les personnes sont clients, mais ils viennent dans le mois, donc il y a des bonnes livraisons.
Le travail en batch, c'est de dire le 30, le 31 ou le 28 du mois, je sors les 20 factures, les 30 factures ou les 200 factures. Je fais un travail, au lieu de sortir une facture à chaque prise, je les sors en fin de mois. Avant, on le faisait à la main, ça. On le faisait avec des fiches, carton. Le numérique a fait que le logiciel de gestion, par rapport au logiciel d'encaissement, on a un bon de livraison, on remonte tous les bons de livraison par client et on émet des factures fin de mois. Donc en réalité, on gagne du temps, au lieu de le faire X fois dans la journée, on ne le fait plus que 2 heures ou 3 heures en fin de mois. C'est ce qu'on appelle du travail par lot. C'est comme du travail en série en fait. C'est d'optimiser du travail en série. Et l'avantage de l'outil numérique, c'est qu'à un moment donné, ces tâches répétitives qui reviennent systématiquement tous les mois, le numérique vous permet d'automatiser cette cadence de travail. Et donc, quand vous travaillez sur les réseaux sociaux, on essaye de penser, de trouver sa stratégie en mettant du contenu et en disant, hop, je vais faire mes programmations et je vais balancer mes parutions le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. On va voir qu'il y a des jours quand même, je vais vous donner aussi l'information, il y a des jours clés pour Facebook, il y a des jours clés pour Instagram, il y en a autant pour YouTube, pour TikTok, etc. etc. Chaque réseau social ayant un public et une typologie différente, on a des jours où il vaut mieux faire des parutions sur Insta, d'autres sur Facebook, pour les gens qui jonglent entre les deux, et d'éviter de faire les mêmes parutions simultanées le même jour entre Instagram et Facebook. L'outil, entre guillemets, de paramétrage de programmation le permet. Et ça se prépare aussi à l'avance. Donc, le but aussi du jeu, c'est de se limiter, délimiter une période de temps sur laquelle je vais travailler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je travaille sur un contenu de parution, le terme est large, je me mets 2 heures, par exemple, par quinzaine. Je me mets 2-3 heures par mois. Alors, effectivement, au démarrage, on dépasse largement ces 2 heures. Vous verrez que une fois qu'on a du contenu qui est souvent la même chose, souvent la même tournure, on va changer quelques mots, on va mettre un peu plus d'informations sur des nouveaux produits. Mais le fond, c'est souvent la même chose. Donc, à ce moment-là, il y a une facilité, c'est-à-dire que votre contenu est déjà pré-mâché par rapport au travail initial que vous avez fait. Donc, dans la pratique, on trouve le sujet. Une fois qu'on a le sujet, on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est là où la recherche d'information est relativement importante. Je peux la voir en interne, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller la chercher. Moi, je connais mon propre contenu, je connais mes points forts, mes points faibles. Le message que je veux faire passer, et j'y passerai un peu moins de temps. Après, autre, entre guillemets, chose qui est un peu chronophage, c'est créer un visuel. C'est-à-dire que vous appuyez, pour certains qui avaient un logo, une charte graphique, c'est un peu plus facile puisqu'il y a déjà un existant. Si vous ne l'avez pas, essayez de travailler sur votre propre charte graphique. Utilisez souvent les mêmes couleurs, on va dire 2-3. Les templates, alors je vais parler Canva comme outil, parce que c'est un freemium qui suffit à lui-même. Vous créez des templates, c'est-à-dire des cadres où vous allez mettre des photos et vos parutions qui vont être uniformisées. Et une fois que vous avez créé ces templates, vous pouvez les réutiliser à vos lots. Rédiger le texte du post, c'est-à-dire systématiquement rédiger un texte d'accroche, que ce soit pour les photos, que ce soit pour une vidéo, que ce soit pour un carrousel, etc.
Pensez dans la rédaction du texte à ne pas oublier non plus les adresses URL. Vous avez un site internet, pensez à le mettre systématiquement dans vos parutions. Pour renvoyer sur votre site internet, si vous avez un site marchand, vous pouvez même le renvoyer directement sur la ligne boutique. Les gens qui sont sur Facebook ou Insta ou autres réseaux sociaux, ça peut être LinkedIn pour du B2B, l'adresse, le lien URL, c'est directement sur votre site de e-commerce. L'accueil, vos valeurs, etc. Toutes les autres pages importent peu. Dernière chose à définir, le jour et l'heure des publications. Et vous allez voir qu'en fonction du média, on n'est pas sur les mêmes journées, et en fonction évidemment de votre, je dirais, client type, votre clientèle type, qui doit être déterminé. Je dirais que c'est un élément un peu essentiel au départ, même si ça pourrait rester simpliste. Là, je dirais l'âge, entre guillemets, le sexe, la géographie de la personne en fonction de l'activité. Il y a plein de choses où vous allez pas avoir les mêmes horaires de publication en fonction de votre clientèle. C'est le retour. Il ne veut pas. Bon. On va s'en servir. Donc, ce que je vous ai dit, la période de temps dédiée à la réflexion stratégique, ça va vous permettre de trouver les sujets. Et le but, si vous n'avez pas défini votre clientèle cible, votre persona, votre client idéal, ça va être compliqué de trouver les sujets liés. La première des choses quand on veut communiquer, c'est de savoir à peu près la tranche d'âge, le pouvoir d'achat, la catégorie CSP, etc., de votre clientèle. En fonction de là, ça va déterminer votre contenu et ça va déterminer à la fin les dates de parution. Le temps dédié à la création visuelle, c'est-à-dire ce que j'appelle les templates, c'est-à-dire les encadrements des photos ou des vidéos, etc., pensez-y aussi. Pensez à avoir un logo, quelque chose qui marque. Avec une charte graphique, c'est mieux. En principe, il y a des prestataires numériques qui le font à votre place si vous ne vous sentez pas capable de le faire. Ça ne va pas chercher très loin en termes d'investissement et des fois, ça vous permet d'avoir un logotype, une charte graphique, c'est-à-dire des couleurs qui sont associées à votre entreprise et à la communication que vous voulez mettre en place, et ça permet de vous distinguer de la masse de tout ce qui apparaît sur les fils de publication dans les réseaux sociaux. La dernière, alors, il y a toujours l'écriture, ça c'est l'écriture, les photos, les vidéos, c'est-à-dire tout ce qui est contenu. Après les formes, ça peut être, je vous l'ai dit, du post, ça peut être du carrousel, ça peut être plein de choses, il y a plein d'outils qui permettent maintenant de modifier un tant soit peu. Vous avez 5 photos, vous faites un carrousel, ça fait presque une vidéo. La présentation, ça va faire un diaporama, et ça va être beaucoup plus tonique, on va dire, qu'une photo qui va apparaître. Je vois encore des parutions, alors, quand c'est sur les profils, c'est-à-dire à titre perso, où il y a 10, 12, 20 photos, qui seraient, il me semble, sur une page pro, c'est beaucoup mieux de mettre 5 photos un peu plus qualitatives, les plus qualitatives que vous ayez, et de les mettre sous forme de carrousel. Voilà. Ça permet aussi, c'est les mots qui fâchent, c'est les fameux algorithmes, c'est-à-dire que dans Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube, etc., c'est comme chez Google, il y a des algorithmes, et ces algorithmes
cherche la qualité du contenu. Donc, si vous mettez 70 photos, il y a du contenu. À un moment donné, il n'y a pas le qualitatif qui est lié. Et donc, en général, dans les fils d'infos, vous n'êtes pas forcément, vous ne réapparaissez pas forcément, mis à part chez vos followers. Chez les gens qui sont abonnés à votre page pro et qui vous suivent. Le but du jeu étant d'aller chercher un peu plus de gens qui vont voir vos communications dans un fil. Mais quand vous faites circuler, vous apercevez que vous voyez des pages de publicité et vous voyez des fois de temps en temps, en fonction de vos recherches et de vos centres d'intérêt, des propositions, et ça c'est Facebook, l'algorithme de Facebook qui les met. Vous fabriquez des bijoux, par exemple, à un moment donné, vous allez avoir des concurrents, un site concurrent qui va arriver. Vous n'avez rien demandé à personne, vous n'avez jamais recherché ce fameux collègue, confrère et concurrent, mais hop, l'algorithme vous le propose. Et l'algorithme de Facebook, plus vous avez un contenu qualitatif, mieux c'est. Bon, après, il y a des astuces. Dans l'écriture, pensez au hashtag. Hashtag égale mot-clé. Donc, grosso modo, pensez quand vous préparez, on va dire, vos communications sur les réseaux sociaux, à prévoir une vingtaine de hashtags. Par poste? Non, une vingtaine en général, que vous allez remettre dans les posts, que vous allez remettre dans vos publications. Après, vous les faites varier. À la limite, il y en a un, le premier à penser, c'est le hashtag de votre. Soit votre nom, soit le nom de votre entreprise. Pour qu'on vous trouve plus facilement dans le fil d'info. Si la personne veut chercher, elle va faire hashtag Tartampion, il y aura les parutions de Tartampion qui vont arriver. Ça permet à des gens qui vous connaissent, qui connaissent le nom de votre entreprise, d'y aller directement. Et pas avoir un fil avec X parutions dessus. Et après, les mots-clés, les hashtags, quand je vous parle de mots-clés et de hashtags, c'est la même réflexion. Site internet, on parle mots-clés, on est sur les réseaux sociaux, on parle hashtag. Par contre, il y a 2-3 ans de ça, j'avais assisté à une réunion de la CCI à Carcassonne, et la personne m'avait dit ça ne sert à rien de mettre des hashtags sur la page Facebook. Donc le discours a changé ou... Le discours change tous les mois. Je peux pas. Ce que je vous dis aujourd'hui, je reviens peut-être dans 8 mois, je vous tiendrai pas le même discours. Parce qu'à l'époque, justement, j'avais fait l'apparition automatique Insta et Facebook, et elle vous avait bien dit, faites attention par contre, sur votre page Facebook, de supprimer tous les hashtags. Il vaut mieux les remettre, avec l'apparition du nouvel algorithme de Facebook. Ceci dit, sur Facebook, on en est moins, il en capte moins que sur Instagram. Tout à fait. Instagram, on peut aller beaucoup plus loin. Le but du jeu, enfin, entre guillemets, le hashtag, ça va correspondre à tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être moins sensibles, comme Facebook, au hashtag, mais en réalité, si on veut aller chercher vraiment quelque chose par rapport au sujet, vous tapez le hashtag, ça va apparaître. Sur LinkedIn, le hashtag est presque primordial. Sur Instagram, pareil. Pourtant, Instagram, Facebook, c'est le même groupe, c'est Meta qui est derrière. Mais voilà. Après, c'est exactement le même principe au niveau des algorithmes. C'est là où c'est compliqué dans le numérique de suivre, de se tenir un peu à la page. Ils changent leurs algorithmes à peu près tous les ans. Donc, dans ces fameux algorithmes de recherche, il faut que je me rapproche du micro. D'accord. Donc, ces fameux algorithmes changeant tous les ans, les méthodes, entre guillemets, pour faire soit du SEO, soit être monté un peu dans les fils de parution des réseaux sociaux, évoluent tous les ans. Dans Google, à un moment donné, c'était le nombre d'avis qu'il y avait sur la fiche Google, sur le Google My Business. Là, à l'heure actuelle, c'est sur la qualité
de la réponse à un avis qui a été émis. C'est-à-dire que c'est la qualité de votre réponse qui vous fait remonter. Et peut-être bien que dans 8 mois, c'est-à-dire l'année prochaine, on va encore rechanger et on va nous dire, Google va s'apercevoir que les algorithmes n'avantagent pas certains types d'entreprises et on va revenir un peu peut-être en rétropédalage sur le nombre d'avis. À l'heure actuelle, c'est plus le nombre d'avis qui compte, c'est le qualitatif de la réponse apportée à des avis clients. Alors, on va passer. Est-ce qu'il y a des hashtags, des mots-clés mieux que les autres? Parce que des fois, ils font des propositions, mais alors qu'étant. C'est là aussi où il faut être, je dirais, dans le. Il faut être capable de perdre 10 à 15 minutes à peu près par semaine pour détecter des sites concurrents à vous et regarder ce qu'ils proposent eux. Grosso modo, dès que vous avez vu 1, 2, 3, 4 concurrents, confrères, ce que vous voulez, avec un hashtag commun, vous faites une recherche par rapport à ce hashtag et vous regardez si ça colle par rapport à votre activité. Et donc là, vous vous en servez. Toujours penser, si vous êtes lié, c'est-à-dire vous êtes présent sur les réseaux sociaux, et si vous avez un site internet, pensez à mettre dans des contenus, dans des balises, je ne dis pas les H1, mais changer les titres de vos pages sur le site internet, mais au moins les sous-titres, les balises H2, H3, de mettre ce hashtag, s'il n'est pas présent en mot-clé, sur votre site internet. Donc à un moment donné, on jongle de tout le temps, de l'un à l'autre. J'ai pas compris. Il faut reprendre le mot-clé, Alors, le hashtag, quand vous avez vous détectez un hashtag qui est intéressant, que vous n'aviez pas prévu à mettre comme mot-clé sur votre site internet. Une fois qu'il est détecté, et que ça vous génère un flux supplémentaire, c'est-à-dire des contacts sur les réseaux sociaux, utilisez-le comme mot-clé, c'est-à-dire que sur le site internet, il y a ce qu'on appelle des balises. H1, c'est en principe les titres des pages. H2, c'est les sous-titres, H3, sous-titres, etc. Ça peut aller très loin. Mais le mot qui est lié au hashtag, vous l'intégrez dans un sous-titre avec une balise H2 ou H3 pour que les moteurs de recherche le trouvent systématiquement. Deuxièmement, il y a le lien entre vos parutions sur les réseaux sociaux et ce qui se passe sur votre site internet. Donc il y a une cohérence qui se met en place et les algorithmes des moteurs de recherche, à un moment donné, vont taper, c'est-à-dire qu'il y aura votre site internet qui apparaîtra dans la recherche, dans la requête de l'internaute, mais il y aura aussi votre Facebook ou votre Insta ou votre LinkedIn qui va arriver. C'est-à-dire l'URL liée à votre site et entre guillemets votre réseau social. Vous parlez souvent de l'URL du site, mais quand vous avez un site qui génère, où il y a des pages complètement différentes, évidemment on a une pluriactivité. Et ce que je dis dans le texte, c'est que dans ce site, il y a la partie restaurant, et donc il y a une page avec un URL de page restaurant, trésor de campagne. Bon. Mais je n'arrive pas à sortir. Bon, je sors sur Google quand je tape restaurant trésor de campagne, mais quand je mets restaurant près de nous, je ne sors pas du tout. On ne trouve pas. Alors, quand vous dites ça, est-ce que je peux mettre sur le site la balise de cette page-là uniquement? Est-ce que je peux mettre, par exemple, le restaurant près de Limoux? Et du coup, ça va me faire sortir sur les réseaux sociaux également. C'est ce qu'on appelle du référencement local. C'est-à-dire que dans le titre de cette page, votre site internet, il est composé de pages. Oui. Une page accueil en principe, et après, les différents services ou produits, les valeurs, bref. J'en passe les notes. Sur votre page restaurant, le nom, s'il n'y a pas une localisation géographique, et si le moteur. C'est qu'il y a à Villarzel ou à Ness, oui. Mais et du coup, c'est l'adresse qui sort. Mais Villarzel, personne ne connaît. Donc, j'allais en venir là. Changer l'adresse. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des coins où, je
je veux dire, il y a les 500 personnes qui vivent autour qui connaissent le nom du village. On ne le retrouve pas. Donc il va falloir mettre une zone géographique, c'est-à-dire qu'effectivement, votre page, l'intitulé URL, c'est le nom du site et après la page. Et en titre, là, en balisation, c'est restaurant, le nom, à proximité du Limoux ou à Limoux, ou déterminer une zone. Et ça ne suffit pas de mettre dans le corps de la page un texte qui inclut les mots-clés, qui dit idéalement situé à Alors, non, parce que ça, c'est ce que j'ai fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Tout simplement, parce que ce qu'on appelle des mots-clés, alors là je sors un peu du réseau social, les mots-clés, en réalité, tout le monde en fait une montagne. En réalité, c'est les balisages 1 et les balisages 2, c'est-à-dire les titres de vos pages. C'est ce qui est cherché par les moteurs de recherche. En sachant que techniquement, il y a deux choses. Il y a un sitemap et un robot TXT, c'est des outils pour les programmeurs, les gens qui font les sites, les gens qui les font personnellement. Si vous passez par WordPress, vous avez un accès au sitemap, mais c'est déjà de la petite programmation. Les robots TXT, c'est pareil. Il faut qu'ils y soient. Vous donnez des autorisations aux robots des moteurs de recherche d'aller chercher dans vos pages ces fameux mots-clés. Si ces mots-clés sont dans des articles, c'est-à-dire qu'il y a le titre H1, le sous-titre H2, qui s'appelle menu, et on a le menu, on peut écrire, réalisé avec des producteurs locaux, etc. L'ordinateur, pour lui, même si les mots-clés, pour lui, c'est du contenu, c'est pas les mots-clés, ce n'est pas dans la partie titre, ces fameuses balises qui sont à chaque fois repérées par les robots des moteurs de recherche. Donc c'est un travail à faire et d'essayer de détecter dans le tas, je dirais, un ou deux mots-clés qui sont utilisés de manière générale par pratiquement tous les restaurants de France et de Navarre. Mais en principe, si vous voulez être retrouvé sur un moteur de recherche, je vais citer Google parce que c'est 92% des recherches en France, pensez à mettre la zone géographique dans le titre. Et ça, si vous ne le mettez pas, et même sur votre fiche Google, c'est-à-dire qu'à la limite, si serait souhaitable sur votre activité, alors je ne connais pas les autres activités, mais vous avez un site qui a X activités. Peut-être bien qu'au niveau de votre fiche établissement Google, il faut en créer deux. Ah, j'en ai créé. Vous en avez deux. Et donc, sur le restaurant, sur la partie restaurant, il y a la fiche avec une localisation en suivant. Oui, et le problème, c'est qu'il vous demande la localisation. Vous ne pouvez pas tricher sur l'adresse. Alors, il faut mettre... Sur Facebook. Sur le titre, je suis là, je clique sur le bouton, ben, ça me dit directement. Oui, parce que vous rentrez l'adresse. Oui. Mais dans le titre de la fiche, restaurant, le nom, à proximité de l'année. Il faut que je mette dans le titre de l'établissement. Après, ça, votre fiche, l'adresse, elle va être invariable. De toute façon, logiquement, Google vérifie systématiquement la véracité des informations que vous donnez. De temps en temps, ils envoient même un courrier. S'ils ne vous trouvent pas numériquement, vous recevez un courrier de Google en vous disant voilà, vous avez ouvert une fiche établissement Google à telle adresse, etc., pour telle activité, est-ce que c'est bien vous? Non. Mais systématiquement, chaque fois, dans un site internet, essayez de placer en mots-clés la géographie. C'est pas le nom du village qui est forcément connu, c'est la zone. Vous mettez communauté du Limousin, etc. Encore, les gens ne vont pas aller chercher un restaurant par rapport à une communauté commune. C'est plus par rapport à un chef-lieu de canton qui est plus connu, quelqu'un qui est à 5 km de Quillan, ça vaut presque le coup de mettre Quillan. Voilà, un restaurant, peut-être. Oui, et bon, je me suis demandé si j'avais le droit déjà. Oui. Mais restaurant à l'entremètre près, autour, proche, et à mon avis, les trois trucs qu'on a dit. Les autres restaurateurs. Je sais pas.
Parce que si vous tapez restaurant de Limoux, alimentaire, vous n'êtes pas à Limoux. Moi, sur mon site internet, j'ai rédigé de façon à ce que dire idéalement situé à moins d'une heure de Narbonne, machin, quand je tape habitat partagé Narbonne, je ne suis pas dans les premiers, mais je ne sors pas en même temps. D'accord. Oui, je moi suis je pas l'ai du mis tout dans Narbonne, mon je fais texte, ça. mais je ne sors toujours pas. Ça fait quand même la communication est littorale. Mais là, il y a un affaire. Même les pages jaunes, je suis pas alors. Parce que c'est une sous-activité en fait. C'est parti. Après, il y a l'élément de réflexion de dire est-ce qu'on ne crée pas un mini-site spécifique au restaurant. Si au bout de 18 mois, 24 mois, vous voyez que ça ne décolle pas, c'est-à-dire que les gens ne vous trouvent pas, peut-être se poser la question de créer carrément un site pour la partie restaurant. C'est-à-dire extraire de votre site ça et demander, alors soit c'est vous qui le faites, à ce moment-là, ça vous prend du temps, c'est réalisable. Si c'est un prestataire extérieur, il faut lui demander la gestion de deux sites qui en réalité sont un site partagé en deux. Et le surcoût que ça pourra entraîner. Il y a le coût d'hébergement qui, lui, va arriver, mais après, ça ne lui demandera pas plus de travail. Après, je ne sais pas si vous avez la même, pas la même. C'est systématiquement, on tâtonne de toute façon dans le numérique au démarrage. C'est-à-dire que la montée en volume, on la voit pour les gens qui ont travaillé les mots-clés, les contenus de leur parution sur les réseaux sociaux, on voit à 6-8 mois. On ne voit pas tout de suite, ou alors on voit une montée et elle est minime. Moi je me suis amusé à le faire, alors après vous allez me dire c'est spécifique, c'est des pompes funèbres. Une entreprise de pompes funèbres qui déjà dans son titre, qui s'appelle Odd Pompe Funèbre, qui est situé à Carcassonne. Donc il n'apparaissait jamais Carcassonne. Le moteur de recherche, il tapait sur Odd. Machin, il apparaissait jamais. On a mis Odd Pompe Funèbre Carcassonne déjà sur sa fiche et sur son site. Là, bizarrement, il arrive en troisième position. Alors que ce n'est pas le plus gros, c'est vraiment une jeune entreprise. Et après, on a fait une analyse SEO. On s'est aperçu que les deux mots-clés qui tournent, qui génèrent le plus de trafic, c'est les avis de décès. Comme il n'avait jamais pensé le concepteur de son site. Il faut se mettre en combine avec les médias et récupérer tous les avis de décès, même si ce n'est pas lui qui faisait des enterrements. Les gens, c'est ce qu'ils recherchent dans ce domaine d'activité en premier. Ce n'est pas la prestation, le machin, le luxe, c'est avis de décès. Ça paraît bizarre. Sauf qu'on est passé de 70 visites moins sur son site à plus de 600. Donc il y a encore du travail, c'est pas gagné. On a pratiquement multiplié par 10 la fréquentation du site, uniquement en mettant cette page service en plus, mais surtout en mettant en mots-clés, en titre, les avis de décès. Le titre, vous pouvez préciser où est le titre? Sur la page. Quand vous avez un site internet, je vous le montrerai après. Quand vous avez un site internet, vous avez un bandeau, en principe en haut, c'est à peu près tous fait pareil, vous avez accueil, voilà. Vous avez pour des chambres d'hôtes, chambres, s'il y a des services, il y a une troisième page qui s'appelle service. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez la page chambre, par exemple, imaginez que vous ayez 4 chambres. Vous avez une page par chambre, donc 4 de plus. Ces pages, elles ont des titres, ce qu'on appelle en principe une valise à choc, quand c'est fait dans les règles de l'art. Donc c'est quand même à l'intérieur de la page. C'est à l'intérieur. D'accord, c'est pas le titre dans la propos, non. Alors ça peut l'être. Moi j'ai e-boutique, e-boutique ça veut rien dire. Non, ça... C'est dans l'e-boutique, dans le premier titre, que là il faut le mettre, c'est ça? Oui. D'accord. Parce que moi, on m'avait dit sur une autre formation qu'il fallait être, moi je fais des savons et des cosmétiques, qu'il fallait être très court dans le titre. Et du coup, si je dois mettre savonnerie... Je vous fais une réponse apothicaire.
Quand on parle de mots-clés, il y a les mots-clés de mots et il y a ce qu'on appelle les chaînes longues. Là, c'est un ensemble, c'est une définition, ça peut être une phrase. Votre mot-clé, c'est la phrase. Un titre, c'est une phrase. Il y a des gens, en fonction de leur activité, qui vont vous mettre un titre qui va faire 8 mots. D'accord, donc au lieu de mettre savon et puis le titre de mon savon, mon mot-clé qui fonctionne, c'est savonnerie artisanale. Je vais mettre savon artisanal et que je le ça me rallonge mes titres. On est d'accord. On est d'accord. Parce que chez nous, en principe, savon, ça va être le terme générique. Vous le trouvez peut-être ça. Et là, vous allez vous confronter à des gens Qui n'ont rien à voir. qui s'appellent Procter & Gamble, etc., qui vendent des savons et qui ont quelques dizaines de millions d'euros à mettre en publicité, etc. Donc vous saurez tout le temps, 3e, 4e, 5e étage, au mieux. Vous n'allez pas vous retrouver au fin de fond. Donc, savon artisanal, oui, mais attention, les savons artisanales, il y en a plein. Qu'est-ce qui vous distingue? Au lait de chèvre, bio. Voilà. Donc ça, Bio, officiellement bio. bio, on va vous chercher tout le temps, mettez-vous à la place de la personne, de votre client. Quand on parle de client, etc., c'est l'internaute, la personne qui est derrière la fenêtre, elle cherche quelque chose de précis. Fine roquette, savon, bio, lait de chèvre, bref, j'en passe des millions. Donc il faut que ça apparaisse quelque part et sur votre site internet. Sinon, votre site internet, il va être un site générique, il va vendre des savons. Et moi, je cherche pas des savons, je cherche des savons bio au lait de tapis, avec des essences naturelles, avec là. Chaque fois que vous avez quelque chose, vous le savez, vous le maîtrisez, et ce n'est pas vous qui cherchez. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui derrière, qui ne sait pas. On se heurte au nombre de caractères auquel on est. Oui, mais ça, on fait un H1 et vous mettez un sous-titre. Et le sous-titre, et vous développez avec un contenu. Éventuellement, hop, deuxième sous-titre, deuxième contenu. C'est-à-dire qu'à la limite, vous mettez au lait de chèvre, au lait d'ânesse, 5 premiers sous-titres, vous développez en 2-3 lignes, photo, ça peut être une vidéo, ça peut être deuxième sous-titre, hop, bio. Pourquoi vous êtes rentré dans la démarche de pourquoi le label, pourquoi ci, pourquoi là, il y a 2-3 phrases, ça suffit. Le label, le logo du label, clac, oui. Et pensez tout le temps, c'est des algorithmes par rapport à des requêtes. Ça travaille tout le temps par rapport à des interrogations de gens qui recherchent quelque chose. L'internaute, entre guillemets, il est à la recherche d'informations. Ça peut être le produit, ça peut être des services, ça peut être... Et on descend à chaque fois. Qu'on retrouve, alors, je vais revenir dans le fil des réseaux sociaux, créer une routine de publication. Bon, la méthode la plus simple, c'est la méthode AIDA. Donc, attirer l'attention de la personne qui vient voir vos publications et qui, si vous voulez, au niveau du fil général, c'est-à-dire pas forcément qui va venir voir votre fil de parution à vous, mais le fil général de Facebook, d'Insta et autres, à un moment donné, il va dire pourquoi, posez-vous la question, pourquoi la personne clique sur votre parution. Donc attirer l'attention. Bio, fromage, j'en passe des meilleurs. Susciter l'intérêt. L'intérêt, c'est pourquoi j'ouvre ma porte. C'est-à-dire pourquoi l'internaute pousse la porte et vient voir votre parution, etc. Vos valeurs. Vous vendez des savons, pourquoi l'intérêt là, il n'est pas, vous ne les vendez pas moins cher, vous ne les bradez pas, donc à un moment donné, c'est susciter l'intérêt, c'est des savons bio, c'est fabriqué dans des règles, etc., il n'y a pas de rejet, il y a un côté écologique qui peut ressortir, etc. C'est là où vous suscitez de l'intérêt par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
Donner envie, donc c'est le côté désir, toujours pareil. Pourquoi utiliser mon salon? Je pose la question. On peut s'en servir tous les jours, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus? Quelle action? Le fait que ça soit fabriqué avec un lait de chèvre ou un lait d'ânesse, qu'est-ce que ça emmène de plus? Ça évite peut-être, entre guillemets, l'utilisation de produits cosmétiques ou autres. J'en passe des meilleurs. Faire passer à l'action, toujours pareil, dans vos parutions, pensez, pour les gens qui ont des sites internet, réseaux sociaux, vous mettez l'URL qui renvoie, ça peut être, si vous voulez communiquer sur le restaurant, sur l'adresse URL de la partie restaurant de votre site, mais ça peut être sur votre site, ça peut être sur un site de la partie e-commerce de votre site. Donc là, à un moment donné, il faut aussi argumenter. Donc avec différents outils pour réduire la voilure de l'URL, en général on utilise Bitly, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Pensez aussi à humaniser votre entreprise. C'est-à-dire vous parlez des coulisses, moments clés, les anecdotes, les obstacles. Je pense que le fait d'être labellisé bio, ça a dû être un peu compliqué. Voilà. Il faut l'expliquer. Entre guillemets, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que 30% sur vos produits et services, 30% sur la vie. Quand vous êtes toute seule, c'est votre vie professionnelle, entre guillemets. Pourquoi vous êtes rentré dans le bio, quelles ont été les difficultés, etc. etc. J'ai monté, je ne sais pas, donc je vais dire, un restaurant, quelles ont été les difficultés que j'ai rencontrées à un certain moment, dans le développement, etc. Le but du jeu, c'est d'essayer surtout de faire réfléchir, mais plutôt conseiller le public, c'est-à-dire faire du partage d'astuces, d'articles, pour divertir et le faire rire, c'est plus sur des réseaux sociaux comme TikTok par exemple, mais ça peut être sur YouTube. Il y a des manières un peu aussi d'étonner les gens, c'est-à-dire n'oubliez pas de faire des sondages, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a des gens qui s'amusent à faire des jeux et à faire gagner un lot. Ça peut être intéressant sur les parutions de réseaux sociaux. Après, si vous avez 5 ou 6 followers, faites des sondages, mais ne faites pas de jeu. Attendez d'en avoir 200 ou 300 avant de faire gagner quelque chose. Moi, je trouve que c'est toute cette partie-là qui est la plus difficile à mettre en œuvre parce que en tant qu'entreprise, on a toujours tendance à viser que le commercial. Et en fait, au bout d'un certain temps, les gens s'en lassent parce que si vous faites toujours dans le but de réserver, nous c'est des cabanes, donc réserver une cabane ou réserver le restaurant et tout, et la complexité, c'est d'arriver à avoir une communication qui est agréable et qui, effectivement, pour vous dites faire rire, faire sourire, bon, ça peut être une chèvre poussée dans un grillage, ça peut être... Voilà. Et en fait, on oublie, à force de toujours travailler sur ces réseaux sociaux et d'avoir un petit peu de faire tourner l'entreprise, eh bien, on oublie le côté humanisé, le côté rire, le côté humain. Voilà, humain. Et ça c'est pour moi, c'est difficile parce qu'on a toujours tendance, vous avez une cabane qui explique, vous mettez disponibilité cette semaine, donc on est toujours dans l'action de renvoyer sur le site pour qu'il réserve. C'est compliqué. L'équilibre, il est là, et ça, c'est pas facile. L'équilibre, si vous voulez, il est à peu près 30-30-30. 30% sur la partie commerciale, 30% sur les anecdotes, etc., la difficulté, le quotidien entre guillemets de votre entreprise. C'est là où c'est aussi difficile, je vous rejoins tout à fait. Le problème de communiquer sur les réseaux sociaux quand on devient professionnel, c'est de justement enrichir ces fameux contenus. Et donc d'avoir cet axe de réflexion, de dire je passe là, effectivement il y a une chèvre là, ou il y a, je ne sais pas, un chevreuil qui passe,
vous êtes à ce moment-là, il faut penser à prendre la photo, etc. Ça génère du contenu. Mais, si vous voulez, c'est un autre métier. C'est-à-dire que le métier de communicant, il n'est pas naturel. C'est un métier à part. Hein. C'est pour ça qu'il y a des, entre guillemets, des gens qui en ont fait leur métier. À plus ou moins grande échelle, qui sont sur des créneaux, parce qu'il y a des créneaux aussi, c'est pareil, entre des gens qui défendent des valeurs, qui vont travailler plutôt sur la marque, pourquoi on est chez nous, pourquoi, et d'autres qui vont être plus marketing. Après, c'est de trouver ce qui vous correspond et de travailler. Le but du jeu, c'est en réalité, parce que je veux essayer d'attirer un peu sur votre manière de réfléchir, c'est de ne pas perdre du temps, de ne pas s'éparpiller. C'est-à-dire que quand vous vous mettez, je vais travailler sur le contenu de mes réseaux sociaux, je vais travailler 2 heures ou 3 heures, je ferai une matinée. Une fois que j'ai fini, j'ai fini. Après, le reste, c'est du ponctuel. Le but du jeu, c'est de ne pas se disperser, de ne pas passer, entre guillemets, 10 minutes par jour ou un quart d'heure par jour, en sachant que le temps de reposer, de repartir sur votre activité, vous perdez systématiquement 10 minutes pour se remettre en scène. J'ai toujours l'exemple des mails. On est bien placé, nous, pour moi j'en reçois 70 à 80 par jour. Or, je vous fais grâce des spams et compagnie qui sont déjà dans une boîte à part. Donc, à votre avis, comment on faisait? Moi, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai pris le train en route, 3W, super, on a des mails, ça évite les courriers, voilà. J'y allais toutes les 5 minutes. À chaque fois qu'il y avait un nouveau mail, je l'ouvrais, tac, 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 pour gagner du temps, je vais répondre dessus. Comme ça, je n'aurai pas à le faire plus tard. À votre avis, combien vous perdez de temps? 40%. Perdez jusqu'à 1 heure par jour. Donc, vous avez bien fait votre travail, vous avez eu le mail, vous avez répondu s'il y a une réponse, mais vous perdez quand même 1 heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous perdez 2-3 minutes pour revenir au travail que vous faites. Donc, conclusion, dans l'activité, mon activité, je ne généralise pas, moi j'ouvre mes mails maintenant 2 fois par jour. Je prends ceux du matin, j'arrive, première chose que je fais, j'ouvre ma boîte mail, je commence à dégager tous ceux qui ne sont pas prioritaires, tous ceux qui en même temps j'ai des questions, des réponses, pardon, je réponds, et les autres, je les sors papier. C'est le côté écologique, mais je les sors papier parce que sinon je vais oublier. Et je refais le tour à 5 heures le soir. 5 heures, je rouvre ma boîte mail et je ne perds pas mon temps. C'est-à-dire qu'entre-temps, je fais les dossiers, je réponds au téléphone, etc. etc. Et si on l'analyse, si vous êtes en continu sur votre boîte mail, vous allez voir que vous allez perdre du temps, non pas de répondre à des mails, de lire votre courrier, c'est pas de la perte de temps, c'est de reprendre une activité derrière, se reconnecter. Et là, vous allez passer 2-3 minutes. Vous avez fini, vous avez répondu à des mails, etc. Ouais, je vais prendre un café, ou je vais faire autre chose, et tac, tac, tac. Tout de suite, on perd du temps. Le but du jeu, justement, dans les réseaux sociaux, c'est je travaille, je me cale 2 heures, 3 heures, je travaille sur mes contenus, et je m'impose de le faire, entre guillemets, toutes les fins de mois, ou tous les débuts de mois, ou tous les 2 mois. C'est comme quand vous sortez des factures, vous êtes une entreprise, vous avez 200 factures à sortir, c'est un travail qui est bête et méchant, mais qui nécessite la présence d'appuyer sur le bouton, de dire je regroupe les bonnes livraisons, je valide et je les imprime, et il faut que je les envoie. Je les envoie comment? Je les envoie papier, je les envoie sous format numérique, etc., etc. Et je sais que je vais perdre 2 heures à sortir mes factures. Et ça revient tous les mois. Après, ça, tout dépend de l'activité. Il faut adapter.
Il y a des gens, là, je ne pense pas que je ne l'ai pas dû le mettre. Voilà. Sur le calendrier éditorial, donc toujours pareil, éventuellement sur les nouveautés, produits, services et autres, ça peut être des astuces, ça peut être les informations sur les coulisses de l'entreprise, ça peut être un sondage, ça peut être l'actualité de votre secteur d'activité. Si vous voulez, plus vous aurez de variété, entre guillemets, dans votre contenu, plus la personne qui va vous suivre, qui va vouloir devenir un follower, va être intéressée. Si vous ne faites que la partie commerciale, vous allez user les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va revoir systématiquement la même chose. Donc ce n'est pas le but d'un réseau social. C'est plus le but du site internet, bien que maintenant, il y a certaines pages où moi j'ai tendance à mettre les gens, mettre une page contact où il y a la possibilité de dialoguer, qui n'est pas une chat. Vous n'êtes pas obligé de répondre en live. Les gens peuvent poser des questions, etc. Et vous avez largement le temps d'y répondre. C'est presque le principe de l'email. Et ça, à voir. Je vous ai mis une adresse, un lien, donc raccourci. Quand vous l'aurez, il suffit d'aller le chercher. Vous verrez, c'est relativement intéressant sur les idées de contenu. Alors, j'en ai pas trop parlé, mais vous avez un outil comme ChatGPT, qui est, tant qu'il est autorisé en France, qui peut vous dépanner sur de l'aide à la création de contenu, quand vous butez sur la page blanche dans un temps. Voilà. Alors, en sachant que les fameux moteurs de recherche savent très bien détecter les textes qui ont été écrits par l'intelligence artificielle. Donc, pas en abuser non plus, mais à la limite, page blanche, ça permet d'avoir des idées de présentation. L'astuce 3, c'est penser au recyclage, c'est-à-dire les anciens contenus. De temps en temps, regardez ce que vous avez fait paraître il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, et le relooker, redonner un peu de peps, etc., si les informations qui sont dessus ne sont pas obsolètes, ça peut être intéressant. Après, il peut y avoir du contenu pour certaines activités qui sont fournies directement par les clients. Ça peut être des photos, ça peut être de la vidéo, ça peut être des avis. Donc là, on peut faire une espèce de blog, on va dire, de remettre un avis en faisant une capture d'écran, en mettant dans un tablet et de le refaire apparaître. Ça peut être une idée de contenu. Donc là, je vous laisse. Il y a quand même plusieurs outils, donc je vais le sauter un peu vite, mais moi je me sers beaucoup de Canva sur les modèles pour créer des modèles de publication. Je ne passerai pas d'exemple parce que je suis en train de finir avec une collègue à vous. Donc je retravaille sur son contenu par rapport à la charte graphique de son franchiseur. Et surtout, on met en place un calendrier de parution, réseaux sociaux sur 6 mois. Voilà, on n'a pas pu le faire pour le premier semestre, on le met en place pour juillet jusqu'à décembre. Une fois que ça sera fait, j'essaierai de modifier certaines templates et compagnie pour vous montrer un peu comment on peut faire avec des codes couleurs et des choses assez simples à mettre en place. Pensez à la forme carrousel. C'est un peu dans l'air du temps à l'heure actuelle. Ça permet d'avoir une présentation sous forme de photo avec un petit commentaire dessous. Voilà, ça, on peut mettre aussi pareil dans le carrousel des liens qui renvoient sur votre site internet. Ça permet. Les carousels, c'est une présentation de photos, si vous voulez. Alors, vous en avez beaucoup sur LinkedIn. Vous avez 4-5 photos qui vont être mises sous. Voilà. Ils font comme un diaporama. Voilà. Ça, amusez-vous à en créer, vous allez voir, c'est assez simple à faire sur Canva. Il n'y a pas que Canva comme outil, mais voilà, si à un moment donné,
rester sur le même type de logiciel, parce que l'apprentissage, si vous voulez, à partir du moment où je vais aller changer la méthodologie, l'accès, etc., c'est jamais facile d'y revenir. Et comme c'est un travail que vous n'allez pas faire forcément régulièrement, s'il faut réapprendre et repasser une demi-heure à le faire, ça vaut pas le coup. Donc on garde tout le temps, pour simplifier, le même outil qu'on a l'habitude d'utiliser et on a beaucoup moins de perte de temps. Donc à Bruxelles, il n'est pas forcément, il n'est pas pris par Instagram en Non. publicité. Non. Ouais, c'est ça. Il est sur Facebook, il est sur LinkedIn. Mais après, vous pouvez le faire. Vous avez tout intérêt à le faire sur Facebook. Ça permet, si vous voulez, je prends l'exemple tout bête, vous voulez mettre, vous avez 5-6 photos que vous pouvez mettre sur Instagram parce qu'elles sont hyper qualitatives, ça correspond. Et la semaine d'après, en paramétrant, vous présentez en carrousel la même chose sur Facebook. Mais ça ne va pas être la même présentation. Et pourtant, ça va être le même contenu. Quelques outils complémentaires. Il y a un outil qui s'appelle Notion, qui est un produit américain, certes, mais qui est assez intéressant. Alors, il y a une partie freemium, après c'est payant, ça coûte $8 à peu près par mois. Mais la partie gratuite, elle permet d'être une espèce d'agenda où vous allez mettre du contenu à l'intérieur et qui va le garder. Donc, vous aurez tout le temps un accès à votre contenu ancien, etc., avant de le mettre sur les réseaux sociaux. Bon, pour les créations visuelles, il y a Canva. Pour la vidéo, il y a PlayPlay, qui est pas trop mal. Toujours pareil, il y a la partie freemium. Les posts, bon j'ai repris Notion et Canva. Voilà, après, grosso modo, les outils, c'est à peu près ce qui se pratique et qui sont les plus simples à mettre en place. Pour les programmations, vous allez voir, alors je vais vite passer sur les outils, mais ça me paraît plus important, c'est quand publier sur Facebook. Donc le pire jour sur Facebook, en principe, c'est le mardi. Je dis bien en principe parce que tout dépend de l'activité. Les meilleurs jours, c'est le jeudi et le samedi, en sachant que les taux d'engagement les meilleurs, c'est plutôt le samedi et le dimanche. La période qui est la meilleure pour programmer ces parutions, c'est entre 13h et 16h. Ils vous proposent des horaires de programmation. Oui. C'est jamais de 13h. Bon, ça, c'est général. Ah oui, d'accord. C'est ce qui, entre guillemets, c'est l'usine digitale qui a fait faire un sondage sur, allez, on va dire, les 50 plus gros groupes qui utilisent Facebook, en l'occurrence Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, qui sont présents sur différents formats. On est à peu près sur ce qui se pratique. Après, voilà, tout dépend de l'activité que vous avez. Ce qu'ils vous proposent, en principe, sur les plages horaires, vous allez m'arrêter si je me trompe, ils ont tendance à vous les mettre des fois le matin. Non, moi c'est 20h. C'est 20h. Donc c'est location. C'est normal, c'est des locations de cabane, donc les gens ils utilisent le temps pour voir. Surtout qu'ils font en principe après 21h30, 22h quand les enfants sont couchés. Mais ça n'empêche pas que 13h, 16h, ça marche aussi. Essayez, vous allez voir. Non, il y a des gens qui se servent, c'est surtout les gens qui travaillent en bureau, quand ils se font une pause à 16h, 16h30, ils ont tendance à aller voir Facebook sur leur matériel, sur leur ordinateur. On n'a pas la même vision
quand on regarde Facebook sur un portable que sur un ordinateur. Souvent, c'est vu, mais fait, bon, c'est du fil, hein, on est bien d'accord, mais l'avantage, c'est qu'on voit avec un écran qui est beau. Le soir, on est plus sur la téléphonie. Sur Instagram, même topo, les meilleurs jours, lundi, mercredi, jeudi. On voit que si on veut programmer entre Insta et Facebook, on est quand même bien. Il suffit de croiser. Le pire jour, c'est le dimanche. Bonne question. Je pense que les gens doivent. La cible d'Instagram doit rentrer de boîte assez tôt le matin, donc je pense qu'ils sont endormis dans la journée. C'est des statistiques mondiales, ça. Française. Ça dépend des cultures aussi, non? Française. Française? D'accord. Et non, parce que alors après, ça change carrément si on passe chez les anglo-saxons et autres. Donc, toujours pareil, 11h, 13h et 19h, 21h, on retombe sensiblement sur des horaires avant pause. Donc, en sachant que Insta, on est sur du fil, donc ça défile. Donc c'est un peu, ça se voit à la pause déjeuner et souvent le soir, une fois que les enfants sont couchés. Pour certains. LinkedIn, là, on sait que c'est un réseau professionnel, donc c'est plutôt en B2B, donc c'est plutôt le mardi, le mercredi, le jeudi. Les pires jours étant le samedi et le dimanche, donc en principe, vous n'aurez pas votre LinkedIn le samedi et le dimanche. À part éventuellement pour faire préparer quelques publications et les programmer. Donc en principe 10h, 11h. Après c'est pas... Là c'est plus intéressant sur YouTube. De temps en temps, pensez créer votre chaîne YouTube et balancer un peu de vidéo. Ça peut servir. Notamment les formats lourds. Je vous ai parlé de formats courts, de vidéos courtes sur Instagram et sur Facebook. Sur YouTube, on peut déjà mettre des formats un peu plus longs. Donc les meilleurs jours de publication, évidemment, c'est le jeudi et le vendredi, puisque en principe, le plus grand nombre de vues, c'est le samedi et le dimanche. Là, on est plutôt sur des tutos. On donne de l'information aux gens, on montre comment on fabrique, on fait quelques astuces, etc., etc. Ça peut être d'autres types de vidéos aussi. TikTok. Donc, TikTok, c'est un format pour les jeunes. Donc là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour les jours de publication. Et après, je dirais 7h, 9h, 15h, 22h, c'est-à-dire presque pour moi toute la journée. Après, là, les contenus, c'est des contenus vidéo, et si possible, avec du divertissement à la clé. Ce qui n'est pas pour tout le monde, je dirais, et ça n'intéresse éventuellement que quelques activités et qui touchent une clientèle relativement jeune. Après, il y a des gens plus âgés qui regardent TikTok. Voilà. Les outils à utiliser, il y a le Meta Business Suite, donc Facebook et Instagram. Sur LinkedIn, la programmation est disponible maintenant. Après, dans les offres freemium, on a Hootsuite, Buffer et Later. Et dans les outils payants, toujours pareil, à partir du moment où vous êtes sur des outils payants, c'est que vous générez suffisamment de chiffre d'affaires pour couvrir cet investissement-là. Je les ai mis pour mémoire. Canva Pro, c'est pas très cher et on a vraiment du contenu avec Canva Pro. Après, c'est le... C'est à voir pour chacun. Ça dépend du budget que vous voulez attribuer. Après, moi, je ne suis pas fermé. Je dis juste qu'à partir du moment où vous payez, il faut quand même mettre du chiffre d'affaires en face. Quand je dis chiffre d'affaires, c'est pas que le chiffre, c'est la marge. Et on regarde un peu ce qui se passe. Mais après, il faut se cadrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise un outil payant, il faut avoir du grain à moudre et du contenu à mettre en place. J'ai repris une phrase de Bill Gates qui
disait le contenu est roi, notamment il disait au début d'Internet, c'est toujours vrai. Donc le but du jeu, c'est vraiment, je vous ai mis pour rappel l'algorithme Google, le nouvel algorithme Google, qui va mettre en avant le contenu le plus original et utile, écrit par des personnes, je dis bien pour des personnes. Donc, si vous vous servez d'outils qu'on appelle d'intelligence artificielle, méfiez-vous, les algorithmes de Google le détectent assez rapidement. Donc, vous pouvez vous en servir comme source d'inspiration, après vous le reprenez un peu à la main. Donc, le but du jeu, un peu, de cette intervention, c'est de vous dire, prévoyez du temps, si vous voulez vraiment communiquer sur les réseaux sociaux, cadrez-le, n'ayez pas peur, faites des essais. De toute façon, il y a toujours le retour en arrière, c'est l'avantage du numérique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fixe, comme une machine, on la pose, elle doit produire tant, s'il vous en faut plus, il faut changer la machine. Si elle est surdimensionnée, le coût est trop important. L'avantage sur le numérique, c'est qu'on peut soit réduire la voilure, soit l'augmenter. Et le but du jeu, pensez toujours à cadrer votre temps. Et les contenus, entre guillemets, de travailler dessus, c'est-à-dire que c'est un autre métier que le vôtre. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, à l'heure actuelle, il a plein de casquettes. Il a son métier de base, il y a la gestion financière, administrative, tout ce qu'on veut. Et maintenant, on lui a rajouté la casquette communication numérique, qui existait avant avec le marketing, mais qui était moins prenante en temps que maintenant. Donc, essayez, entre guillemets, d'avoir un cadre et de ne pas vous éparpiller. Dès que vous avez quelque chose qui vous gêne sur des mises en place, n'hésitez pas à téléphoner. Vous avez des activateurs France NUM à peu près partout dans tous les départements. Moi, j'en fais partie en étant dans le réseau CCI. Et par rapport à votre activité, n'hésitez pas à nous consulter de temps en temps. Un œil extérieur vous permet de détecter certaines choses. Je ne dis pas qu'on fera de miracle, mais ça vous permet de recadrer un peu votre travail, de dire ben là vous êtes sur tel et tel réseau social, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ou pas? Si vous voulez continuer, ben, il va falloir mettre un peu passer à une vitesse un peu supérieure. Ça peut être de l'investissement, temps, mais ça peut être aussi de l'investissement via un prestataire. Vous avez des gens qui travaillent des petites, voire des toutes petites entreprises. Donc ça ne coûte pas excessivement cher et qui vont faire le travail très bien à votre place, à condition d'avoir ce que j'appelle un cahier des charges. Et de savoir. Alors, vous allez sur une plateforme qui s'appelle Presta Numérique. P-R-E-S-T-A numérique. Oui. Et donc, c'est un annuaire de tous les prestataires Occitanie. Bon, ils ne sont pas tous. Nous, on les sélectionne. En principe, ils répondent, je veux dire, 90% aux besoins génériques des entreprises. Vous verrez, il y a 13 familles. Oui, c'est ça, ça peut être, ils sont classés par thème. Après, vous avez un doute, vous nous téléphonez pour s'ils sont dans l'Aude, même s'ils sont de l'Hérault, de la Haute-Garonne. Moi, je téléphone à mes collègues des autres départements pour savoir à peu près si ça peut correspondre ou pas. Je vous donne un exemple tout bête. Les gens qui veulent avoir une analyse un peu fine de leur fiche établissement Google et de la fréquentation de leur site internet via un outil qui s'appelle Google Analytics. Je peux vous dire, c'est même pas la peine que vous y allez, vous ne perdez pas votre temps à vous former dessus. C'est hyper complexe. J'ai un monsieur à Castelnaudary qui est spécialisé là-dessus. Pour une TPE, il prend 40 euros par mois. Il fait travailler à votre place.
Et tous les mois, il n'y a même pas besoin de... Hein? Oui, il change, et puis ça va changer encore un peu plus. Donc, et ça devient honnêtement Google Search Console, Google Ads, Google Analytics. Arrêtez. Perdez pas votre temps. C'est les seuls qui font la publicité. C'est la publicité. Oui, vous pouvez y avoir accès assez facilement. Demandez quand même un conseil avec quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec. C'est pas pour les surnoms. Vous pouvez très bien le traiter, Google Ads, tout seul. Si vous voulez mettre 50, 60, 200, 400 euros, je ne suis pas sûr que vous ayez le retour, entre guillemets, mesuré. C'est-à-dire ce qu'ils appellent le retour sur investissement. À un moment donné, quand vous investissez 400 euros, il faut que ça vous rapporte au moins les 400 euros en termes de marge que ça vous a coûté. Si c'est que pour balancer et que ça apparaisse sur des fils, que ça apparaisse en publicité, que vous soyez remonté de manière artificielle, payant sur les moteurs de recherche, c'est que du ponctuel. Le but du jeu, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que vous ayez une présence naturelle. Et ça, je veux bien qu'à un moment donné, payer des campagnes de publicité, ça ne me gêne pas. Faites-voix complète. Et ça va devenir, en fait, moi j'ai suivi 2 formations que j'ai arrêtées avec Google, ça devient trop technique. Il faut paramétrer, il faut aller les chercher, il faut implémenter, il faut aller prendre des mots-clés, c'est pas votre métier. Ça devient tellement technique qu'il faut le laisser faire à des spécialistes du numérique. C'est l'écologie, c'est l'NVR. C'était un tout seul. Voilà. Non, non. Ça va être l'heure de manger. Bon, je vous laisse mes coordonnées, comme vous les aurez chez Descartes, sinon. Moi, je vous remercie de votre participation.